Mes chers collègues, donc nous reprenons nos travaux avec l'examen des conclusions de la mission d'information sur le thème recrutement et fidélisation, gagner la bataille des ressources humaines du ministère des Armées, dont les rapporteurs sont nos collègues Caroline Colombier et Loïc Kervran. Cette mission d'information a été créée une première fois sous la précédente législature. Ces travaux n'ont à l'époque pas pu être menés à leur terme en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le bureau de la commission a toutefois souhaité la faire renaître afin de permettre à nos collègues rapporteurs d'achever leurs travaux sur un thème dont l'actualité est d'importance et on le voit bien, l'actualité nous le démontre au quotidien. En effet, les ressources humaines du ministère des Armées sont la pierre angulaire de notre politique de défense. Nous le répétons jamais assez, mais la politique de défense, c'est d'abord et avant tout des femmes et des hommes qui s'engagent au quotidien pour nous défendre au service de la France. Et c'est parce que les ressources humaines sont au cœur de notre politique de défense et que déjà la loi de programmation militaire de 2019-2025 était, à juste titre, qualifiée de loi de programmation militaire à hauteur d'homme. Les ressources humaines étaient également d'ailleurs au cœur de la loi de programmation militaire 2024-2030 qui fixe des objectifs ambitieux d'augmenter les effectifs pour atteindre 275 000 équivalents temps plein en 2030. Mais pour atteindre de tels objectifs, il faut être en mesure de recruter et surtout de fidéliser ces femmes et ces hommes, enjeux qui constituent le cœur du présent rapport. Je tiens d'emblée à remercier nos deux rapporteurs pour leur travail nourri, fruit de travaux denses et soutenus. Vous avez en effet effectué 24 auditions et 2 déplacements en territoire national. Votre rapport est d'autant plus remarquable que vous êtes parvenu à traiter des enjeux de recrutement et de fidélisation de l'ensemble des catégories des ressources humaines du ministère des Armées, c'est-à-dire de ces personnels militaires, mais également de ces personnels civils, et de manière synthétique et exhaustif, ce qui rendra d'autant plus votre rapport opérationnel et utile pour tous. Vous formulez plusieurs recommandations dans votre rapport, dont la densité et la précision témoignent de la profondeur de l'analyse que vous avez faite sur le sujet. Nous avons donc hâte de vous entendre et de pouvoir débattre avec vous autour de cette mission d'information. Je vous passe la parole. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Avant de commencer, juste en 30 secondes, je pense au nom également de Loïc Kervran, avec qui j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler. C'est vraiment très agréable d'avoir quelqu'un d'aussi ouvert et sympathique, il faut le dire, c'est important. Et deuxième chose, surtout, je voudrais aussi souligner et remercier, souligner le travail vraiment très précis et l'implication, la disponibilité de notre administrateur Sami Imoura, qui vraiment nous a donné un extraordinaire coup de main sur ce sujet, ce grand sujet. Voilà, donc je commence. Nous sommes donc, mes chers collègues, Monsieur le Président, merci. Mes chers collègues, nous sommes très heureux de vous présenter ce matin donc les conclusions de nos travaux sur le recrutement et la fidélisation des ressources humaines au ministère des Armées. L'intitulé de la mission d'information qualifiait la politique publique des ressources humaines du ministère de bataille. Et au risque de dévoyer les termes militaires, nous avons pu mesurer lors de nos travaux combien le recrutement et la fidélisation sont effectivement des batailles permanentes qui sont menées non sans vigueur par les états-majors, les directions et les services du ministère des Armées, dont nous avons rencontré beaucoup de représentants. Il s'agissait d'une mission d'information qui était particulièrement ambitieuse, et ce, à double titre. Tout d'abord, nous nous sommes intéressés à toutes les catégories du personnel du ministère des Armées, comme l'a dit le Président, qu'il s'agisse du personnel civil ou des personnels militaires. Nous vous laissons imaginer l'étendue de la réflexion qui en a découlé au regard de la très grande diversité des statuts dans chacune de ces 2 catégories de personnel.
Par ailleurs, s'intéresser au recrutement et la fidélisation nécessite d'évaluer un nombre important de politiques, y compris des politiques dont on pourrait considérer de prime abord qu'elles sont hors champ. Je pense notamment à la politique de reconversion du ministère, qui fait partie intégrante de la politique d'attractivité du ministère et donc de sa politique de ressources humaines. Chers collègues, puisque ma collègue a commencé par des remerciements, je vais faire de même. D'abord pour vous, Monsieur le Président, pour vos mots d'introduction. Évidemment pour ma collègue Caroline Colombier, avec qui c'était effectivement très agréable de travailler, et je trouve que c'est rassurant aussi pour tous nos concitoyens que sur des sujets aussi importants, on se retrouve et qu'à la fin, on n'est qu'un seul rapport avec aucune différence entre nous deux. Et puis, évidemment, je réitère à Samy Moura nos remerciements les plus sincères pour son aide précieuse. Donc, la politique des ressources humaines du ministère des Armées a fait l'objet en fait de nombreux rapports déjà, dont nous saluons d'ailleurs la qualité. En plus des rapports sociaux uniques annuels, des contributions par des organes comme le CSFM ou encore du rapport annuel du HCECM sur la condition militaire, les parlementaires se sont saisis de cette politique publique à de nombreuses reprises, soit de manière régulière dans le cadre du projet de loi de finances ou donc pour un suivi annuel, ou de manière plus ponctuelle dans le cadre de missions d'information de la Commission de la Défense ces dernières années, par exemple sur les personnels civils du ministère, sur le plan famille ou encore sur les réserves. Dans ce contexte, nous avons fait le choix de ne pas céder à la tentation de l'exhaustivité et nous avons réfléchi à un moyen de proposer une contribution originale et personnelle à la réflexion globale. D'ailleurs, le Sénat aussi a travaillé sur ces questions. Notre rapport est ainsi volontairement succinct et il se focalise dans ses recommandations sur des sujets spécifiques qui constituent le cœur de l'apport de nos travaux. Avant de vous présenter nos conclusions, permettez-nous aussi à tous les deux de remercier l'ensemble des personnes auditionnées qui ont toutes utilement contribué à la réflexion. Et puis, plus généralement, nous souhaitons, avec ma collègue Caroline Colombier, vraiment profiter de l'occasion qui nous est donnée pour rendre hommage aux hommes, aux femmes de la défense civile comme militaire, qui s'engagent chaque jour pour nous défendre. Nous savons les sacrifices requis par l'engagement dans une carrière au service des armées, et vous, Monsieur le Président, mieux que quiconque. Nous savons également que les femmes et les hommes sont au cœur de notre défense, et finalement, chaque pan de notre politique de défense comprend une dimension qui est relative aux ressources humaines, puisque ce sont ces hommes et ces femmes qui sont la pierre angulaire de notre défense nationale. Compte tenu du caractère limité du temps dont nous disposons, et dans la mesure où le projet de rapport qui vous a été transmis lundi fait déjà état de la politique de recrutement et de fidélisation du ministère des Armées de façon beaucoup plus complète, nous vous proposons de vous présenter directement nos 12 recommandations. La première recommandation vise à permettre aux régiments et aux bases aériennes et navales dans les territoires de recruter directement des candidats qui souhaitent les rejoindre. Actuellement, lorsqu'un candidat souhaite rejoindre une base ou un régiment en particulier, il doit tout d'abord s'affilier à l'armée correspondante et suivre une formation sans avoir la garantie qu'il pourra, à l'issue, intégrer la base ou le régiment qu'il convoite. Même si des recrutements locaux ont déjà été expérimentés, à la marge, notamment par l'armée de terre. Cela s'explique essentiellement par une centralisation du processus de recrutement et plus globalement de gestion des ressources humaines aux racines historiques. Ce que l'on appelle la manœuvre RH, c'est-à-dire la gestion à l'échelle globale des ressources humaines, nécessite bien sûr une coordination et un certain niveau de centralisation au niveau des états-majors de la DRH-MD, ne serait-ce que pour éviter des distorsions de concurrence et les déséquilibres en matière de ressources humaines entre les régiments et les bases selon leur niveau d'attractivité, qui pourrait bien sûr, in fine, porter atteinte à la bonne conduite des missions. Mais il n'en demeure pas moins que les régiments et les bases aériennes et navales ont tous une identité propre et des spécificités qui justifient qu'elles puissent être en mesure de recruter localement des personnels qui aspirent à les rejoindre en particulier. En outre, au-delà de l'attachement aux identités ou spécificités des diverses implantations militaires,
sur le territoire, un certain nombre de candidats au recrutement sous statut militaire, du rang, peuvent exprimer le désir de s'engager spécifiquement dans leur territoire par attachement à celui-ci ou par souci de commodité. La deuxième recommandation, qui est, je dois le dire, assez fondamentale, vise à dépasser le système de gestion des personnels militaires qui est fondé aujourd'hui sur une dichotomie entre gestionnaire et employeur. Ce qui se passe, c'est qu'on a finalement trois cas possibles. On a certaines directions et services qui cumulent les deux, qui sont à la fois gestionnaires et employeurs. On en a qui les cumulent partiellement. Et puis, on en a qui ne sont que employeurs et qui ne sont pas gestionnaires. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, la DRM, le service de l'énergie opérationnelle, la DRSD, dépendent de l'allocation en effectif de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine nationale. Ce système, il est historique et on ne comprend pas toujours finalement pourquoi une direction ou un service tombe dans les trois cases que je vous décrivais, c'est-à-dire finalement uniquement employeur, en cumul total ou en cumul partiel. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous voyons que le taux d'armement de ces postes par les armées ne sont pas toujours satisfaisants. Ils peuvent descendre à seulement 85%, c'est-à-dire que ces services, finalement, ne touchent, entre guillemets, que 85% des effectifs que les armées sont censées mettre à leur disposition. Donc ce taux varie de 85 à 92%. Par ailleurs, nous avons été alertés à de nombreuses reprises lors des auditions sur le fait que le profil, au-delà du nombre, le profil des personnels mis à disposition des employeurs ne correspondait pas toujours à leurs besoins. Et puis, une fois que ces personnels militaires sont dans une direction, à la DRM, etc., ils n'ont pas toujours la possibilité de s'y maintenir, même s'ils le souhaitent, et même si le service qui les accueille le souhaite aussi. Donc, sans nier les difficultés de recrutement, de fidélisation, qui expliquent la faiblesse relative de ces taux d'armement, nous pensons qu'une réflexion pourrait être utilement menée sur les voies et moyens pour remédier à cette situation qui est regrettable pour tout le monde. Et cette situation est d'autant plus regrettable que ce que l'on voit, c'est que les postes non occupés par des militaires sont parfois occupés par des personnels civils. Il y a une forme de civilianisation qui s'opère du fait de l'échec partiel de cette forme d'organisation et qui porte atteinte à la militarité des services interarmés. Je vous donne quelques exemples. En 2023, pour la DRSD, le taux de personnel militaire était tombé à 60,5% et quasiment donc 40% de personnel civil. En sachant que l'objectif de la LPM est de porter à 68% le taux de personnel militaire, ce qui constitue un vrai défi vu la tendance depuis plusieurs années. Et il est nécessaire pour la DRSD, mais c'est vrai pour d'autres, de disposer d'un socle de militarité solide pour réaliser ces missions, que ce soit sur le territoire national ou en dehors. C'est pourquoi ces services accordent un intérêt important à la qualité du dialogue de gestion avec les DRH d'armée pour veiller à maintenir un équilibre raisonnable entre les personnels militaires d'un côté et les personnels civils de l'autre. J'ajoute que la diversification des voies de recrutement, notamment par la voie du recrutement d'officiers sous contrat, par la voie des officiers commissionnés, ou encore par la voie du recrutement ab initio de sous-officiers de la spécialité renseignement, est également privilégiée. Mais nous pensons que là, il y a une vraie réflexion importante à mener. La troisième recommandation, elle vise à rationaliser la cartographie des CIRFA. Vous allez avoir une petite carte qui va s'afficher derrière moi pour que chaque département soit doté à minima d'un CIRFA commun aux trois armées. À l'heure actuelle, comme vous le voyez sur cette carte, certains CIRFA d'abord ne sont pas communs aux trois armées. Si on prend un exemple totalement au hasard, à Bourges, dans le Cher, on a un CIRFA air et un CIRFA terre qui sont géographiquement séparés. Il n'y a pas de CIRFA marine. Il y a certains départements qui sont
totalement dépourvus de CIRFA. C'est le cas du Cantal ou des Alpes de Haute-Provence. Nous sommes bien conscients que les outils numériques permettent de pallier certaines lacunes en proposant des informations sur les sites internet des armées dédiés. Il y a aussi des initiatives qui ont été développées afin de permettre des échanges par visioconférence entre des candidats potentiels et des personnels militaires déjà en poste. Mais nous considérons que cette situation entraîne une inégalité de fait dans le recrutement entre les trois armées selon qu'elles disposent ou non d'un CIRFA et peut-être plus important encore que l'on se prive de certains viviers territoriaux par cette absence d'implantation. La 4e recommandation vise à poursuivre les efforts de rationalisation d'octroi des primes dans le cadre de la NPRM. Dans sa conception initiale, la mise en place de la NPRM induisait des distorsions entre des agents appartenant à un même service, par exemple la DGSE, selon qu'ils officiaient à Paris ou dans une autre implantation en Île-de-France. Alors, si des mesures ont été mises en œuvre pour y remédier, les efforts en ce sens doivent être encore poursuivis. À titre d'exemple, il ressort dans plusieurs auditions que la base aérienne de Senlis-Creil, pour donner un exemple, n'a pas été inscrite dans la liste des communes isolées ouvrant droit à la majoration territoriale prévue dans le cadre de l'indemnité de garnison. Il ressort également des auditions que si la mise en place de l'indemnité de suggestion d'absence opérationnelle a eu bien sûr des effets positifs sur la fidélisation des personnels de la DGSE, la mise en place de l'indemnité de garnison a produit des effets négatifs pour les militaires affectés dans des emprises autres que celles de Paris. Cette situation crée aussi une concurrence malsaine, j'allais dire, entre les services qui portent atteinte à la bonne gestion des ressources humaines et, in fine, à l'atteinte des objectifs politiques fixés aux armées. À titre d'exemple, il n'existe pas de prime de suggestion harmonisée entre les différents services de renseignement relevant du périmètre du ministère des Armées. De manière complémentaire avec la précédente recommandation, la 5e recommandation vise à veiller à la bonne mise en œuvre des mesures de revalorisation de la dimension indiciaire des rémunérations des personnels. Alors, nous avons noté avec satisfaction que de nombreux travaux ont été engagés pour revaloriser la dimension indiciaire qui était réclamée des rémunérations des personnels militaires et des personnels civils. Il s'agit d'un enjeu crucial pour le recrutement et pour la fidélisation des personnels. Les différentes mesures annoncées à ce titre devront être effectivement mises en œuvre. S'agissant des officiers, celle-ci, normalement, a débuté cette année. Donc, nous arrivons à la 6e recommandation qui vise à garantir au personnel civil du ministère des Armées qui le souhaite de pouvoir servir dans la réserve. Ce que l'on a pu constater dans nos auditions, c'est qu'il peut y avoir des réticences, parfois même des obstacles, à ce qu'un personnel civil du ministère des Armées puisse servir en tant que réserviste. Et là, il y a quelque chose de très contre-intuitif, puisque d'un côté, le ministère des Armées promeut l'engagement dans la réserve et il incite les employeurs privés à permettre à ces personnels de le faire. Il faut donc que lui-même, en tant qu'employeur de civils, ouvre sans doute plus cette possibilité. Cela passe évidemment par un dialogue assez fin pour que le fait de servir dans la réserve ne porte pas atteinte à l'accomplissement des tâches incombant au personnel civil réserviste. La 7e recommandation, elle vise à construire des parcours de carrière qui permettent notamment à certains officiers de bénéficier d'une plus grande souplesse encore en termes de mobilité pour moduler le rythme de cette mobilité en fonction de leurs souhaits d'évolution professionnelle. Nous pensons beaucoup a été fait sur ce sujet pour améliorer les choses, mais nous pensons qu'il y a encore un peu de marge de progression. Les officiers sont soumis à un niveau de mobilité important compte tenu de la nature de leur mission, mais il ressort des travaux de cette mission d'information que la mobilité, elle est non seulement de moins en moins comprise et acceptée, mais parfois elle peine même à se justifier à l'intérieur de l'institution. Et la gestion des ressources humaines du ministère des Armées semble parfois dominée par le paradigme de la mobilité qui se justifie, on le comprend bien, par des besoins opérationnels, par des souhaits de progression de carrière, par des constructions de parcours, mais qui semble également être parfois devenue une fin en soi.
Or, la fidélisation des ressources humaines du ministère des Armées, singulièrement pour les plus expérimentés, qui peuvent facilement se reconvertir dans le secteur privé, implique, nous croyons, de repenser ce rythme de la mobilité afin que des personnels qui ont été très mobiles par le passé puissent à un moment de leur vie où la quête de stabilité est forte, trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Nous avons été très frappés de voir par exemple que de plus en plus d'officiers renoncent à passer le concours de l'école de guerre et à être brevetés simplement du fait des exigences de mobilité qui les attendent une fois qu'ils seront brevetés. Donc là, il y a encore un petit peu de travail et de réflexion sur ce champ. La 8e recommandation vise à engager une réflexion sur les causes de la désertion au sein des armées. Le choix pour un personnel militaire de déserter n'est pas un choix anodin, bien sûr. Il s'agit sans doute de la façon la plus brutale de quitter les armées. Lors de nos travaux, nous avons déploré le manque relatif d'informations quant aux causes pouvant justifier le choix pour un personnel militaire de déserter, en particulier s'il a la possibilité de quitter l'institution autrement. Vous trouverez dans le rapport plus de détails sur ce sujet. Une réflexion pourrait utilement être engagée en ce sens afin de mieux comprendre ce phénomène et d'essayer d'y apporter des réponses adaptées. La 9e recommandation vise à poursuivre les efforts déjà engagés en matière de diversité jusqu'à l'échelon des officiers généraux. Les armées ont déployé des efforts conséquents pour garantir la diversité en leur sein, qui est du reste très perceptible au sein des militaires du rang et des sous-officiers. Nous précisons que la recherche de la diversité ne peut en aucun cas se faire au détriment des compétences et du mérite. Des actions concrètes ont été prises en faveur de la diversité, y compris sur le plan de la diversité sociale, les armées permettant par définition à leur personnel, d'où qu'ils viennent, de se hisser à des postes de responsabilité au mérite. On évoque souvent à cet égard le rôle de ce que l'on appelle l'escalier social des armées. Les efforts accomplis doivent être salués, bien sûr, et poursuivis. L'organigramme des chefs de l'armée de terre qui s'affiche devant vous montre que des efforts peuvent encore être faits en ce qui concerne la féminisation. Et je me permets d'ajouter un petit élément. Voilà, par exemple, nos Français d'outre-mer constituent une part extrêmement importante dans des militaires du rang, dans nos régiments, dans nos bases aériennes, etc. Et vous voyez que ce que l'on ressent, c'est que cette part se dilue un petit peu et que au plus haut, nous avons encore un peu de mal à promouvoir, par exemple, ces profils, simplement pour prendre un exemple différent de celui des femmes que ma collègue évoquait à l'instant. La 10e recommandation, elle vise à réformer le système de représentativité des personnels militaires. Alors là, je vais vous demander d'être particulièrement attentifs, parce que c'est complexe. Les personnels militaires ont donc la possibilité d'adhérer à des associations professionnelles nationales de militaires, les APNM, dont les critères de représentativité sont complexes. À ce jour, entre les 3 armées, seule l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale ont chacune une APNM représentative au sens légal. APNM air, APNM marine. L'armée de terre, elle, n'a pas d'APNM. Mais les ingénieurs de l'armement en ont 2. APRODEF et France Armement. Les critères de représentativité, nous le pensons, gagneraient à être simplifiés, d'autant qu'il existe 2 systèmes de représentativité, puisque nous avons les APNM et nous avons aussi le CSFM, le Conseil supérieur de la fonction militaire. Et les critères qui permettent à une APNM d'être représentée au sein du CSFM, qui sont différents des critères permettant à une APNM d'être représentative, sont d'une telle complexité qu'à ce jour, aucune APNM n'est représentée au CSFM. Et donc le lien entre les deux ne se fait pas. Donc la coexistence de ce système de représentativité qui est sur un mode un petit peu concurrentiel, et là je vous épargne en plus les syndicats pour les personnels civils, porte, nous le pensons, atteinte à l'aspiration légitime des personnels militaires à être correctement représentés, alors qu'ils sont déjà contraints de ce point de vue par le cadre légal. Et la création des APNM était d'ailleurs le fruit d'un contentieux qui avait été porté devant la CEDH.
La 11e recommandation vise à créer un statut ad hoc à destination des personnels civils sous statut contractuel, permettant de les soumettre à des sujétions en contrepartie de compensation. Aujourd'hui, les personnels civils contractuels sont parfois soumis à des rythmes de travail qui dépassent largement le cadre de leur contrat de travail. On en a souvent discuté ici, ce qui place le ministère des Armées dans une situation de risque juridique accru. Les personnels civils ne sont pas des personnels militaires et à ce titre, ils ne sauraient être soumis à des niveaux de sujétion semblables à ceux pesant sur les personnels militaires qui, eux, voient ces sujétions compensées. Pour autant, les rythmes de travail au sein du ministère et les aspirations même des personnels civils contractuels, qui occupent parfois des postes initialement dévolus au personnel militaire, sont tels qu'ils se retrouvent à devoir se soumettre à de tels rythmes de travail. Ce système est actuellement partiellement contourné par le recours au statut de réserviste opérationnel, mais la fragilité de la situation actuelle, qui n'est in fine satisfaisante pour personne, ne saurait perdurer. Des réflexions sont en cours au sein du ministère pour créer un statut ad hoc, à mi-chemin entre le statut de personnel civil et le statut de personnel militaire, qui permettrait de soumettre des personnels civils contractuels sous conditions et en échange d'une juste compensation, notamment salariale ou en termes de congés, à des niveaux de sujétion adaptés aux spécificités des métiers du ministère. Donc nous appuyons bien sûr cette évolution qui nous semble indispensable. Enfin, la dernière recommandation vise à poursuivre les mesures de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les fameuses VSS. Un rapport commandé par le ministre des Armées a fait état de mesures prises par le ministère des Armées pour lutter contre ces VSS au sein des armées. De nombreuses recommandations précises et étayées ont été listées dans le rapport. Nous souhaitons insister en particulier sur les conséquences induites par ce fléau en termes de ressources humaines, pour l'image des armées vis-à-vis des femmes souhaitant le rejoindre, et donc à terme pour l'attractivité du ministère. La lutte contre les VSS doit devenir un axe majeur de la politique de ressources humaines du ministère. En fait, on le sait très bien, cela ne concerne pas que les armées. Mais il s'agit également, de manière pragmatique, d'une privation de ressources humaines pour le ministère, engagé à juste titre dans une quête des talents et qui déploie en ce sens des efforts considérables, y compris humains et financiers, pour former des personnels féminins qui renoncent à poursuivre leur carrière au sein des armées en raison de ce fléau que l'on retrouve encore une fois dans d'autres métiers et pans de la société. Voici, mes chers collègues, Monsieur le Président, les conclusions de nos travaux. Vous aurez beaucoup de détails dans le rapport en lui-même. Nous vous remercions pour votre attention et nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, mes chers collègues, pour votre présentation. Et nous passons à présent aux questions des différents groupes. Et nous commençons par Michel Martinez pour le groupe Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bravo tout d'abord pour votre travail et vos conclusions communes qui symbolisent l'union de la nation sur un sujet aussi important pour nos armées que celui du recrutement ou de la fidélisation. Ces sujets sont abondamment discutés au sein de cette commission, mais votre travail est très utile et édifiant. Il pointe les secteurs où les défis RH sont les plus intenses, notamment au niveau interarmé dans nos services spéciaux. Nous avons par ailleurs été interpellés par le taux de désertion. Afin de faire face à ces défis, votre rapport propose des solutions innovantes que nous saluons. Il revient également sur des dispositifs en cours. Parmi les dispositifs mis en place par le ministère des Armées pour favoriser le recrutement et la fidélisation, votre rapport fait référence au plan Fidélisation 360 lancé en mars 2024. 6 axes ont été identifiés. Mieux compenser les sujétions face aux nouvelles conflictualités et aux évolutions sociétales, accompagner la mobilité, assurer une juste rémunération, individualiser et dynamiser les parcours, améliorer les conditions de travail de la vie en emprise militaire, gagner la bataille des perceptions. Des premières mesures ont d'ores et déjà été mises en œuvre, notamment concernant le reste à charge zéro en cas de déménagement. Alors que nous sommes à la date anniversaire de ce plan, qui suscite beaucoup d'attentes, pouvez-vous en dresser un premier bilan? Je vous remercie.
Merci, Madame la députée. Le plan fidélisation 360, comme vous l'avez dit, qui a été lancé en mars 2024, répond bien sûr à un besoin de modernisation et d'adaptation des dispositifs qui sont liés au recrutement et à la fidélisation au sein des armées. En fait, c'est un plan, on pourrait en parler pendant des heures, puisqu'il y a de multiples sujets qui entrent dans ce plan. À la date anniversaire de ce plan, il est essentiel de dresser un premier bilan, vous avez raison, des mesures qui ont été mises en œuvre et de leur impact concret. Ce plan donc s'articule autour de 6 axes principaux qui couvrent des domaines aussi variés que donc les ressources humaines, le logement, la rémunération, la mobilité, les conditions de travail et la gestion des perceptions. En fait, il s'agit de mieux compenser des suggestions liées aux nouvelles conflictualités et aux évolutions sociétales, mais aussi d'assurer une juste rémunération et de dynamiser les parcours professionnels. Alors, parmi les premières actions mises en place, on peut citer bien sûr ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la revalorisation des grilles indiciaires des sous-officiers, qui a été effective dès avril 2024, et celle des officiers qui est prévue cette année. Cette mesure, nous l'espérons, vise à renforcer l'attractivité des carrières militaires et de répondre à l'attente légitime des soldats, quels qu'ils soient, à tous les niveaux. En matière de déménagement, il y a eu un effort de fait puisque le reste à charge zéro pour les militaires mutés constitue pour eux un progrès indéniable. De plus, une plateforme en ligne a été développée pour fournir une assistance pratique et immédiate dans des démarches qui sont souvent très complexes. Il y a entre autres ce fameux portail Patrium, oui c'est ça. En ce qui concerne les parcours de carrière, il y a eu des conventions qui ont été établies pour favoriser des passerelles entre les armées et les industriels, ce qui permet de diversifier les trajectoires professionnelles et de répondre aux besoins de chacun. Enfin, il y a aussi bien sûr des mesures d'accompagnement mises en place dans les domaines de l'habitat, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'action sociale, qui peuvent améliorer bien sûr la qualité de vie des militaires et de leurs familles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les résultats sont difficilement mesurables, il faut encore attendre un certain temps, un plus long terme, mais les premières actions concrètes mises en place montrent que nous allons dans la bonne direction et qu'il faut donc poursuivre avec un souci constant de répondre aux attentes de ces personnels pour qu'ils se sentent bien dans leur vie professionnelle et personnelle. Je vous remercie. Merci. La parole est à Corinne Vignon pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs. La fidélisation de nos militaires est, avec le retour de la guerre de haute intensité, un défi majeur pour nos armées. Pour exemple, l'année 2023 a été particulièrement marquée par de nombreux départs et des difficultés de recrutement qui n'ont pas permis de compenser ces pertes. Conscient de cette problématique aujourd'hui récurrente, le MINARM a mis en œuvre une série de mesures visant à fidéliser le personnel et à renforcer les carrières par une approche 360 degrés afin de dépasser la seule problématique des ressources humaines. Le plan Famille 2 s'est vu doté de 750 millions d'euros pour 7 ans, soit plus de 40% supplémentaires par rapport au plan précédent, afin de mieux compenser les contraintes opérationnelles, d'accompagner la mobilité des militaires et d'améliorer leur vie quotidienne et celle de leur famille. Par ailleurs, le plan fidélisation 360 lancé il y a un an vient mettre en synergie l'ensemble de ces leviers pour répondre à un enjeu de fidélisation. Néanmoins, le constat reste préoccupant. La durée moyenne de service diminue, nos militaires restent en moyenne moins longtemps dans l'institution et plusieurs freins entravent encore cette fidélisation avec des motifs d'insatisfaction clairement identifiés. En premier lieu, le logement et l'hébergement restent des préoccupations centrales. Vous y faites d'ailleurs référence dans votre 7e préconisation. Alors, vous venez d'en parler, Madame la rapporteure. La DTU a mis en place un logiciel qui s'appelle Atrium, qui permet de faire des visites virtuelles de logements domaniaux, afin que les militaires puissent avoir une vision du logement qui leur est proposé. Malheureusement, actuellement, et le développement est relativement long,
ce service ne présente quasi uniquement que des appartements ou des logements dans la région parisienne. Alors, ma question est la suivante. Que préconisez-vous pour accélérer le déploiement sur tout le territoire, puisque nous avons bien entendu d'autres lieux où les militaires ont besoin de logements, comme Toulon par exemple, je pense à mon cher collègue. Et avez-vous des pistes pour favoriser l'offre de location de logements privés? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Peut-être pour commencer, d'abord dire que 2024 n'a pas vu se reproduire le trou d'air de 2023 en termes de recrutement, mais qu'il faut qu'on reste prudent et qu'on regarde ça sur le plus long terme. Je dois dire que je partage votre intérêt pour l'enjeu du logement parce que, encore une fois, à l'occasion de cette mission, ça nous a été indiqué à plusieurs reprises lors des auditions que le logement restait un des facteurs d'attractivité extrêmement importants du ministère. S'agissant précisément du logiciel Atrium, il me semble qu'il y a deux sujets. Il y a le logiciel, d'une part, qui est utilisé pour la gestion des logements de manière générale. Et ensuite, il y a les visites virtuelles qui ne sont qu'une des fonctionnalités permises par le logiciel pour un nombre effectivement limité de logements pour l'instant. Tout retard dans le déploiement de logiciels dont la vocation est de faciliter la vie des militaires est regrettable et clairement nous appelons de nos voeux à l'accélération du déploiement du logiciel Atrium dans toutes ses fonctionnalités. Ce que je veux dire aussi, c'est que plus généralement, nous pensons qu'il y a une réflexion sur les systèmes d'information dédiés aux ressources humaines qui mériterait d'être conduite. On a encore un nombre important de logiciels différents et puis cette commission est bien placée pour savoir que les dysfonctionnements, par exemple, du logiciel Louvois de paiement des soldes des militaires qui avait défrayé la chronique dans les années 2010, prouvent que finalement ce n'est pas un sujet complètement nouveau, mais nous savons qu'il y a un certain nombre de projets en cours pour améliorer les logiciels dédiés aux ressources humaines. S'agissant des locations de logements privés, évidemment tout ce qui peut être fait pour augmenter l'offre de logements à destination des militaires qui, comme vous le rappeliez, sont soumis à un rythme important de mobilité, doit l'être. Et je trouve qu'une des pistes intéressantes, c'est celle des partenariats aussi avec les collectivités locales. Le ministre Lecornu avait signé, par exemple, dans ma circonscription sur la base d'Avord, un certain nombre de partenariats, de conventions avec les collectivités territoriales. Et il me semble que là, il y a une marge de progrès vraiment très concrète et atteignable. Merci en tout cas pour votre question. Merci. La parole est à Abdelkader Lamar pour le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire. Bien, super. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame et Monsieur les rapporteurs, pour la présentation de votre travail. Donc, les difficultés de recrutement et de fidélisation au sein de nos forces armées sont donc bien réelles. Et dans le contexte international actuel, cette réalité ne peut que nous inquiéter. Les militaires, comme vous l'avez dit, ont des carrières moins longues que par le passé, quel que soit le rang, et l'armée peine à attirer. Donc le taux de sélectivité est à 1,3 pour un poste de militaire du rang et à moins de 2 pour les sous-officiers. C'est très peu. Et dans un moment géopolitique où l'on parle volontiers d'économie de guerre et où l'on n'exclut plus l'escalade jusqu'à la confrontation armée sur notre vieux continent, il semble pertinent de se demander avec quelle force l'on part au front. Il serait donc peut-être judicieux de s'intéresser à l'état réel de nos armées et à leur attractivité avant de jouer au va-t-en-guerre. Le gouvernement ne semble pas pressé de recruter des militaires d'active et paraît plutôt compter sur un élan patriotique spontané menant à une croissance exponentielle du nombre de réservistes dans les années à venir. Il vise ainsi un ratio d'un réserviste sur 2 pour 2 militaires d'actifs à l'horizon 2030, alors qu'on en est aujourd'hui à 1 pour 5. En 2035, le gouvernement souhaiterait même atteindre les 105 000 réservistes. Mais comment le gouvernement, c'est la question, compte-t-il mener ce recrutement massif de réservistes, étant donné les difficultés que l'on rencontre déjà pour pouvoir pourvoir les postes dans l'active? Est-ce que vous avez des informations là-dessus et intéressé par votre avis? Merci.
Merci, mes chers collègues. Juste dire un mot sur l'élan patriotique. C'est vrai il a été constaté dans l'armée, mais vous l'avez entendu ici à travers les diverses interventions, qu'il y avait à chaque fois qu'il y avait quand il y avait eu par exemple le déclenchement de la guerre, il y avait eu un élan, un élan patriotique comme vous le dites, c'est-à-dire des personnes qui se précipitaient pour aller dans l'armée ou dans la réserve. Bon, maintenant, je te laisse peut-être répondre sur la suite, sur le fait que sur les réservistes. Oui, quelques éléments. D'abord, vous posez la question avec quelle force on partirait au front. Moi, je dois dire que pour avoir l'honneur depuis 7 ans de côtoyer nos militaires, pour l'avoir refait encore de manière plus particulière là, dans cette mission, moi, je suis rassuré sur avec qui est-ce qu'on partirait au front. Et je veux le redire ici, voilà, moi, je partirais avec chacun et n'importe lequel des militaires que j'ai pu croiser depuis ces 7 ans en confiance. Vous dire aussi que finalement le recrutement du ministère des Armées, il est très dépendant de l'état du marché du travail. Et c'est vrai que comme on avait un marché du travail qui était quand même assez tendu, avec une quantité, une demande d'emploi très, très forte, ça avait impacté les recrutements du ministère des Armées qui aussi de tout temps, on voit quand les choses se compliquent sur le marché du travail civil, le ministère des Armées retrouve un peu plus de candidats et ces deux choses sont très importantes. Sur la réserve, vous demandez comment le gouvernement va faire, donc moi je ne suis pas le gouvernement, comme ça ne vous aura pas échappé. Juste souligner qu'on a fait quelques recommandations parce que d'abord on pense que le ministère doit être plus exemplaire dans la promotion de la réserve. S'il veut convaincre nos concitoyens, il doit déjà plus permettre à ses propres personnels civils de faire de la réserve opérationnelle militaire quand ils le souhaitent. Et ça, c'est un premier point important. Ensuite, vous avez vu que dans le débat public, il y a un certain nombre de choses qui sont en discussion aujourd'hui, que ce soit une forme de service militaire volontaire, avec une capacité, du coup, un versement dans une sorte de réserve qui serait mobilisable pendant 5 ans, etc. En réalité, tout ça n'est pas complètement figé aujourd'hui. Merci. Et si je peux ajouter, je pense qu'il faut aussi, c'est comme pour le reste, je pense qu'il faut une certaine attractivité et ça passe par des moyens accrus pour leur fidélisation. Donc ça veut dire aussi des moyens financiers et des moyens de pouvoir se rendre sur ces formations et être présent. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, tout d'abord, merci pour le travail que vous avez impulsé et qui met en lumière la problématique du défi du recrutement pour nos armées qui se pose à de nombreux niveaux. Et parmi ces défis, je me permets de mettre en exergue l'un tout particulièrement, qui est celui de la question cyber. Sur le volet sécurité, nous pouvons payer en effet très très cher nos vulnérabilités. Les effets et les conséquences sont très importantes. On a des cas qui sont particulièrement médiatisés lorsque nos hôpitaux sont attaqués, lorsque nos collectivités locales sont attaquées. Mais il s'agit aussi de la sécurité de nos logiciels embarqués, de la diminution le plus possible de la surface d'attaque. Je pense notamment aux attaques qui ne visent pas les systèmes mais les personnes. L'armée française s'est ainsi dotée d'un com cyber afin de parer ces attaques. Ces talents sont évidemment très recherchés sur le marché du travail, notamment par des entreprises privées qui disposent de marges de manœuvre financières conséquentes. Le rapport y fait d'ailleurs référence. Quelques solutions sont proposées pour concurrencer ces entreprises qui font valoir de nombreux atouts. Le dispositif innovant de la prime de lien au service, pouvant aller jusqu'à 50 000 € pour le cyber, contre un engagement à servir de 2 à 5 ans, que vous citez plusieurs fois d'ailleurs dans le rapport, ou le développement de recrutement de militaires sous statut commissionné pour répondre à des besoins et compétences spécifiques. Bien qu'il faille saluer ces avancées, elles peuvent paraître malheureusement insuffisantes dans ce contexte international et face à la concurrence des entreprises privées qui est évidemment extrêmement forte. Dès lors, qu'est-il envisagé pour améliorer la compétitivité du secteur militaire par rapport au secteur privé sur ces métiers en tension et
quelle est l'évaluation aussi qui va être faite par rapport aux objectifs de renforcement de nos forces armées sur ce volet cyber et numérique, parce qu'on oublie aussi peut-être ce volet évaluation qui fait parfois défaut dans la définition de nos politiques publiques. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Oui, juste pour commencer, je pense que vous avez vu dans notre rapport, en fait, un peu la réponse déjà sur le fait que, bien évidemment, le cyber nous avons une concurrence, je ne vais pas dire déloyale, mais une grosse concurrence, évidemment. Les moyens du privé sont plus forts que ceux du militaire, enfin de la militarité. Mais je pense que ces primes de lien ont été, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons souligné dans le rapport, augmentées. Tu voulais rajouter quelque chose sur le 953 ? Oui. Simplement, oui, pour dire que dans la loi de programmation militaire, le cyber, c'est un axe de progression avec, pour le coup, et ça rejoint aussi la question précédente, une progression du nombre de TP qui sont affectés au cyber avec un objectif d'un peu plus de 950. Tous services confondus. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'au-delà de la question de la prime du lien au service, qui est très importante, il y a des grilles qui sont utilisées, et notamment une grille qui est dite DINUM, et qui a été réévaluée, revalorisée avec une deuxième version, donc DINUM 2, qui a mis objectivement un peu de temps à être mise en œuvre. Certains services, notamment services de renseignement, ont évoqué dans nos auditions que ce retard de mise en œuvre avait été préjudiciable dans les recrutements. Mais c'est cette grille qui vise justement à être compétitif par rapport au secteur privé. Dans sa version 2, donc DINUM 2, c'est vraiment aussi un outil important pour continuer à pouvoir recruter ce type de profil. Et enfin, ce qu'on observe, c'est que le ministère reste très attractif pour des débuts de carrière, où les gens se font une vraie carte de visite et font des choses d'ailleurs qu'ils ne pourraient pas faire dans le civil. Et c'est pas complètement inintéressant non plus pour le ministère d'avoir ensuite une forme d'essaimage, puisque d'abord ça permet de sensibiliser et d'envoyer vers le secteur privé des gens qui ont cette sensibilité, cette expérience, cette connaissance, ces compétences, et qui ont aussi une culture militaire. Merci. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, une fois de plus, notre commission, à travers vous deux, fait une œuvre utile. On sait bien que la richesse de nos armées, ce sont les femmes et les hommes qui les servent. On peut avoir tous tendance à se focaliser sur le capacitaire, surtout quand on n'a pas l'habitude de fréquenter nos armées. Donc merci de ce travail, toute la reconnaissance que nous devons à ceux, pour reprendre le mot d'Aragon, qui ont librement accepté d'être les fiancés de la terre et les promis de la douleur. Nous tenons à le partager. Trois petites questions. Est-ce que dans votre étude, vous avez fait un benchmark avec ce qui se passe avec les pays qui ont une grosse difficulté de recrutement? Je pense en particulier au Royaume-Uni, qui a été amené à désarmer des frégates, ou un pays comme la Pologne, qui a de grandes ambitions militaire légitime compte tenu de sa situation géopolitique, mais qui peine à recruter, d'autant plus que la Pologne est dans une situation de quasi plein emploi avec une croissance extrêmement importante. Donc, question des comparatifs, que font-ils pour éviter éventuellement de rencontrer les mêmes difficultés? Deuxième élément, est-ce que vous avez travaillé sur les filières? Je pense en particulier à la problématique post-école de guerre pour la filière internationale. On sait bien que ce sont des postes stratégiques, notamment des postes d'attachés de défense, et aujourd'hui les perspectives de carrière sont plutôt moins favorables. Donc est-ce qu'il y a eu une réflexion là-dessus? Troisième point, qui je crois fait partie de l'attractivité globale et de la fidélisation. Est-ce que vous avez proposé des mesures en matière symbolique? Je vais citer deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. L'existence dans les régiments de sociétés équestres militaires qui permet de faire de l'équitation dans des conditions acceptables, c'est capital. La disparition dans nos ports du cercle naval à Toulon, par exemple, ou du cercle naval à Brest, je sais que notamment pour les officiers subalternes, ça a été un véritable traumatisme. Donc est-ce que c'est une piste de réflexion
que vous avez ouvertes. Merci à vous. Merci, mes chers collègues. En fait, on a, pour être très honnête, sur vos questions, nous n'avons pas ciblé, nous n'avons pas voulu faire de comparaison, de benchmarking, parce que le sujet a déjà été extrêmement dense. Mais vous avez raison, je pense que ce que vous avez évoqué est vraiment très important, et je pense particulièrement à la filière post-école de guerre, pour avoir rencontré des personnes qui justement se posaient à ce genre de questions pour savoir comment ils allaient continuer leur carrière en développant ce genre de poste qui est évidemment peut-être un peu moins présent aujourd'hui. Oui, peut-être quelques éléments qui ressortent de nos auditions sur cette question de comparaison avec les autres pays. D'abord, il faut dire qu'il y a des sujets qu'on a moins en France que dans d'autres pays, et je pense en particulier à la question du niveau de santé et de forme physique de notre jeunesse, où par exemple les États-Unis là, font face à un défi absolument gigantesque, qui n'est qu'on commence à avoir point en France, mais dans des proportions qui ont vraiment rien à voir. Et je trouve que voilà, c'est aussi l'occasion de se féliciter d'un meilleur niveau de santé et de forme physique, et de moins d'obésité aussi, par exemple, dans notre jeunesse qu'aux États-Unis, ce qui leur pose de sérieux problèmes. Sur les filières, on a surtout voulu réfléchir à la question de parcours, peut-être un peu moins systématiquement ascendant, un peu moins linéaire, et c'est ce que l'on évoque dans nos recommandations. Nous pensons que pour certains officiers, peut-être d'abord certains veulent s'arrêter à un niveau et pas forcément continuer. Il faut leur permettre de rester dans l'institution, alors que là on a quelque chose d'à la fois très linéaire et systématiquement ascendant. Et puis on a des formes de passage obligés dans les états-majors, etc., qui pour certains profils très opérationnels, qui ont été très exposés dans nos forces spéciales, etc., peuvent aussi parfois ne pas être très attractifs. Donc je pense qu'il y a encore une réflexion à mener sur des parcours plus circulaires, même au sein du service de santé des armées aussi. Ça serait un autre bon exemple de cela. Voilà ce que... Et je partage ce que vous avez dit sur les cercles, sur les centres équestres militaires. Voilà, ce sont des éléments très importants et qui se sont un peu affaiblis. Objectivement, on le voit, il y a aussi un certain nombre d'équipements de bassins nautiques, par exemple, etc. Tout ça compte beaucoup. Merci. Effectivement, une question qui est importante, qui touche un petit peu les traditions aussi, parce que c'est vrai que ces activités équestres touchaient la cavalerie, entre autres, mais pas que. Et puis, pour les marins, aller sur l'eau, même faire de la voile, c'est aussi le contact avec la mer et toucher les traditions maritimes. C'est un sujet aussi qui touche à la fidélisation et à l'attractivité. Merci en tout cas pour vos réponses. Et nous allons passer à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, ça a été dit, il y a un lien à tisser plus pérenne avec la jeunesse et les armées. Les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, sur la forme de la jeunesse, Monsieur le rapporteur, vous venez d'évoquer le parallèle avec l'état de la jeunesse états-unienne. Moi, en forme de clin d'œil, mais pas que, à ce moment-là, je vous appelle à soutenir les bons modèles agroalimentaires tels que défendus par les écologistes. Ce serait aussi une réponse par rapport à l'obésité. La refonte de la journée défense et citoyenne est un sujet. D'autres formats sont à approfondir, comme les classes de défense pour une sensibilisation et la création de liens avec les armées. Le recrutement massif de réservistes en direction des civils et des anciens militaires d'actifs fait son chemin de telle sorte qu'ils puissent mettre leur savoir-faire et leur savoir-être au service des armées qui sont à valoriser. Ensuite, penser la place des femmes est primordial. Cela se joue au niveau de l'imaginaire des filles à se projeter dans les métiers de la défense, prenant en compte les réalités de vie d'une femme, qui peut être aussi une mère. Avec donc la poursuite des mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, enjeu crucial pour la fidélisation, vous en parlez dans la 12e recommandation. L'accès à des responsabilités et la présence de rôle modèles serait un indicateur et un facilitateur pour l'attractivité des armées. Les mêmes chances ne sont pas accordées aux femmes et à nos concitoyens issus de la diversité, même si des progrès sont réalisés au sein du ministère.
Un autre enjeu est celui du cadre de vie. Les personnels de l'armée sont intégrés dans nos collectivités, dans nos villes et communes. La vie de famille est à concilier avec l'agenda professionnel et une mobilité accrue par rapport à d'autres métiers de la fonction publique. De plus, la garantie d'un bon cadre de vie est importante pour l'image de l'institution. Donc, gagner la bataille des ressources humaines correspond-il à l'adaptation du ministère des Armées au changement de société? Et puis, plus précisément, sur le volet rémunération et primes, comment voyez-vous la bonne écoute de Bercy? Oui, déjà sur le cadre de vie, alors il y a beaucoup de sujets dans votre question que nous abordons dans le rapport, mais sur le cadre de vie, vous avez tout à fait raison. Je pense que les armées ont vraiment pris conscience, même si c'est pas encore, tout n'est pas encore parfait, de l'importance aussi du cadre de vie des militaires et de leurs familles. Et ça rejoint toutes les mesures qui ont été prises pour essayer. On sait que de plus en plus de militaires ont des femmes qui travaillent, contrairement à il y a plusieurs générations ou dizaines d'années. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pris en compte aujourd'hui, puisque il faut bien que ces personnes trouvent du travail aux endroits où sont mutés leurs maris ou conjoints. Et je pense que ça, c'est de plus en plus pris en charge, même si c'est vrai que sur les constatations, on se rend compte que parfois, ces personnes occupent des postes qui sont moindres que ce qu'ils avaient dans leur vie antérieure. Mais c'est un gros travail qui est poursuivi aujourd'hui. Je vais ajouter sur... Pardon. Peut-être quelques éléments complémentaires. Merci de souligner la question des femmes. On y était très attachés avec ma collègue. Et vous voyez, j'ai demandé à réafficher l'organigramme derrière nos chefs de l'armée de terre. Ouais, je ne peux pas me satisfaire de cet organigramme aujourd'hui, en termes de présence des femmes, de la diversité, etc. Notre armée, elle doit montrer qu'elle offre à chacun, mais jusqu'au plus haut niveau. Elle le fait formidablement bien dans toute une dimension du parcours militaire, mais jusqu'au plus haut niveau. J'espère que demain, nous aurons plus de femmes, plus de personnes issues de la diversité sur ce type d'organigramme. Je crois que c'est absolument vital, bien sûr, en termes de recrutement et de fidélisation. On a auditionné des sociologues qui nous disent que ça a un impact sur les capacités de recrutement des armées, de pouvoir montrer qu'on va pouvoir aller jusqu'au plus haut niveau de commandement, quel que soit son profil. Un mot aussi, quand je vous parlais des parcours parfois plus circulaires, parfois moins linéaires, c'est aussi pour les femmes, pas que. Mais je pense que dans une gestion encore un peu plus individualisée peut-être, on devrait pouvoir peut-être passer un peu plus de temps à un certain grade avec un peu moins de mobilité, parce que ça correspond à un moment de vie, qu'on soit par exemple papa ou maman. Et donc je crois que là aussi on a encore un petit peu de progrès à faire. Et puis sans doute qu'en termes de connaissances, et c'est le point que soulignait ma collègue dans sa présentation sur les désertions et sur les départs de l'institution de manière plus générale, je pense qu'on a un peu de progrès pour bien comprendre les raisons. Parce que dans certaines auditions, par exemple, de sociologues, ils nous disaient que le terme générique, je crois que c'est inadaptation à la vie militaire, pouvait cacher parfois une inadaptation des armées à certains profils. C'est parfois un petit peu à l'envers, et donc il y a aussi un peu de travail là plus fin pour comprendre les raisons qui poussent certains à quitter les armées, et parfois de la manière la plus violente qui soit avec la désertion. Merci. La parole est à Geneviève Darrieussecq pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux remercier nos deux rapporteurs pour la qualité de leur travail. Et puis, moi aussi, avoir une très sincère pensée pour les hommes et les femmes de ce ministère des Armées qui nous défendent, et je peux vous dire avec un engagement sans faille pour la patrie et la France. Vous avez évoqué beaucoup de sujets. Vous avez parlé ce qui a été mis en œuvre, notamment les plans famille, le premier dès la première LPM, le second en cours, le troisième qui arrive. Donc on parle hébergement, logement, on parle famille, garde d'enfants, santé, emploi des conjoints avec défense mobilité. On parle aussi reconversion des militaires, tout ça est important.
Vous avez parlé également de l'évolution des rémunérations, des carrières. Bon, moi, je voudrais partir sur un plan un peu différent. Je suis frappée, et ça ne s'est pas amélioré depuis, j'avais été un peu moins attentive au sujet de nos armées pendant les quelques mois où j'ai fait autre chose, et je vois que ça ne s'est pas amélioré. Nous avons quand même beaucoup de... je ne sais pas comment nous allons pouvoir, d'une part, mettre en adéquation la montée de notre industrie de défense et le maintien dans les armées de tous les militaires qui sont formés par nos armées, qui sont d'excellents techniciens. Je pense aux mécaniciens, que ce soit dans l'aéronautique. Bon, moi j'ai une base aérienne sur mon territoire et je connais bien le sujet, que ce soit dans la marine également et dans l'armée de terre aussi, qui sont captés par les industriels très rapidement, une fois qu'ils sont formés. Donc la difficulté pour les armées, c'est de former des personnes et de ne pas pouvoir après avoir, les compétences de ces personnes pendant plusieurs années après cette formation qui serait particulièrement utile pour nos armées. Donc comment allons-nous pouvoir faire monter l'industrie de défense et garder nos compétences dans nos armées, nos compétences formées? Je crois qu'il faudra véritablement passer des contrats, des conventions, de partenariats avec l'industrie de défense pour que nous soyons gagnants-gagnants et non perdants-perdants en définitive. Merci. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas nouveau, hein. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Ça fait très longtemps qu'on a ce souci. Non, on a ce souci, et même si je pense qu'il y a des réflexions qui sont faites sur, en effet, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'essayer d'établir des conventions avec les sociétés qui reprennent certains de nos militaires, et particulièrement ceux qui sont avec des spécificités dont on a vraiment besoin dans l'armée. Mais aujourd'hui, à part signer un contrat de tant de temps avec ces personnes, mais après, bon, voilà, quand elles ont une opportunité meilleure pour elles, c'est vrai que pour elles, c'est une sorte de tremplin, et qu'on a vraiment... voilà, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui, même si je pense que les armées travaillent en ce sens, en tout cas. Oui, merci Madame la Ministre. D'abord, souligner comme vous tous les efforts qui ont été faits, et c'est vrai ce que vous avez dit, le plan famille, la rémunération, etc. Moi je le redis, c'est quand même assez considérable. Les blessés aussi, on n'en a pas parlé, mais ça c'est important aussi. Donc effectivement, il y a déjà des outils qui existent, d'ailleurs certains partenariats, même des processus un peu de déconfliction parfois entre industriels et forces armées sur le recrutement. On doit sans doute aller plus loin, parce que là où je vous rejoins complètement, c'est que ça met une pression sur les capacités de formation de nos armées qui est énorme, parce qu'en fait on fait rentrer des gens, on les forme, ils s'en vont, et du coup en particulier au niveau des sous-officiers, de l'encadrement, etc., là on a une vraie difficulté et qui va sans doute, comme vous le soulignez avec raison, s'accroître. Donc c'est un point de vigilance. On n'a pas forcément effectivement de solution magique, et moi je crois assez à un travail un peu fin, y compris au niveau territorial, entre les grands acteurs industriels et les forces, parce que souvent ce sont en fait les mêmes bassins, au-delà des outils comme les primes de lien au service, qui sont quand même loin d'être inintéressants. Merci. La parole est à Lise Magnier pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président, merci à nos deux rapporteurs pour ce rapport qui met parfaitement en lumière des enjeux concernant la gestion des ressources humaines au sein de nos armées. C'est l'occasion évidemment pour nous de leur témoigner de toute notre reconnaissance à tous ceux qui servent nos armées militaires d'actives, réservistes et personnels civils. Il était évident que le recrutement et la fidélisation sont les piliers essentiels pour assurer la capacité opérationnelle et la défense de notre nation. Et vous avez identifié un certain nombre de défis, l'attractivité des carrières, la compensation des sujétions spécifiques aux métiers militaires et la nécessité de moderniser les processus de recrutement, autant de points critiques qui nécessitent évidemment une attention particulière. Mais cependant, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, un aspect retient particulièrement mon attention, celui de la potentielle dichotomie entre gestionnaires et employeurs au sein de nos forces armées.
Il apparaît que de nombreuses directions et services dépendent de l'allocation de ressources par les différentes DRH d'armée pour leur personnel militaire. Et cette situation peut parfois engendrer une inefficacité et des déséquilibres, notamment en termes de correspondance entre les besoins spécifiques des services et les profils des personnels qui leur sont effectivement alloués. À cet égard, je souhaiterais donc approfondir cette question avec vous. Comment cette dichotomie influence-t-elle concrètement la capacité de certains services, je pense à la DRM particulièrement, à répondre à leurs besoins opérationnels? Et surtout, quelles mesures pourraient être envisagées pour harmoniser davantage le processus de gestion et d'allocation des ressources humaines et des compétences afin de garantir une meilleure adéquation entre les compétences requises et les personnels effectivement disponibles? Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette question qui va me permettre d'approfondir un point qui est important pour nous deux. D'abord, si vous le permettez, juste un panorama, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'harmonisation. On a des services comme la DRM qui dépendent totalement pour leurs effectifs militaires de l'allocation des 3 armées. On en a d'autres comme la DIRISI, où ils sont gestionnaires et employeurs, donc ils se gèrent, ils n'ont pas cette dépendance-là. Et puis on a la situation intermédiaire, c'est le SID, qui dépend de l'allocation de services d'infrastructure de la défense, qui dépend de l'allocation des 3 armées pour un certain nombre de postes militaires, mais qui a aussi créé son propre corps d'ingénieurs, les IMI. Et donc on est à mi-chemin. Pourquoi est-ce qu'un service ou une direction est dans une case ou dans l'autre? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre explication que l'historique et la date de création. Donc évidemment, ça nous interroge très très fortement. Pourquoi? Parce que honnêtement, ça ne fonctionne pas complètement. D'abord, on voit qu'en termes de nombre, les armées ne sont pas capables de fournir les effectifs qu'elles devraient fournir. Et ça doit nous interroger, nous, politiques, parce que quand on met, par exemple, la priorité sur les services de renseignement, mais que derrière, les armées n'allouent pas le nombre de personnels qu'elles sont censées allouer à la DRM, à la DGSE, à la DRSD, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Deuxième chose, on voit quand elles ne font pas ça, du coup, qu'est-ce que les services font? Ils civilianisent. Ils recrutent des civils en direct. Et du coup, ça porte atteinte à la militarité et derrière, possiblement, aux fonctions opérationnelles. On se prive aussi, si je tire le fil sur la DRM, d'utiliser des marques employeurs. La DRM, c'est une très belle marque employeur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rejoindre la DRM. En fait, vous rejoignez l'armée de terre ou l'armée de l'air qui, à un moment dans votre carrière, va vous affecter à la DRM. Et c'est peut-être dommage. Au-delà du nombre, j'ai commencé à le dire dans mon propos introductif, il y a vraiment une question d'allocation des compétences. Je ne vous donnerai pas peut-être le détail exactement, mais on nous a fait état parfois d'une forme d'abysse entre les profils dont ont besoin ces directions et ces services et les profils que les armées leur allouent. On leur envoie des gens qui n'ont pas du tout le profil ou les compétences dont ils ont besoin. Et enfin, si je remonte la chaîne, je crains quand même qu'aujourd'hui, le jeune qui pousse la porte d'un CIRFA, de l'armée de terre par exemple, que ça ne soit pas le meilleur moyen pour les services d'infrastructure de la défense d'être certain que les bons profils vont être recrutés, puisqu'il y a un tel panel et finalement les besoins du SID dans les besoins de nos 3 armées, c'est microscopique. Donc il y a beaucoup de choses à repenser. On n'a pas voulu, parce que c'est assez fondamental, on n'a pas voulu proposer une seule piste, parce que je crois que là on touche vraiment à quelque chose d'historique et de très structurant. Mais je pense que la question du recrutement direct, y compris sous statut militaire d'un certain nombre de ces directions et services, se pose. En fait, ils ont commencé à le faire déjà avec les officiers sous contrat, les commissionnés. Voilà, mais est-ce qu'il faut créer une armée du renseignement? Est-ce qu'il faut pouvoir s'engager non pas dans l'armée de terre, mais au sein de la DRM, quitte à repasser après dans l'autre sens, dans l'armée de terre? Voilà, il y a quelque chose de vraiment très fondamental
parce que ça dysfonctionne aujourd'hui. Excusez-moi, j'ajouterais que c'est vrai que ce que tu disais à l'instant, les marques, la marque de fabrique est extrêmement importante et que probablement on ne s'en sert pas encore assez. Et donc c'est un peu frustrant pour certaines personnes qui voudraient absolument aller à tel endroit et qui en fait sont dirigées différemment, quoi. Juste un autre exemple pour ne pas parler que des services de renseignement, qui est un petit tropisme personnel, mais effectivement le SID, le service des infrastructures de la défense, ça peut être une superbe marque employeur. Vous dites, voilà, moi je vais construire demain les infrastructures de l'île Longue, les infrastructures de notre défense nucléaire, etc. Donc là, il y a quelque chose d'assez formidable. Voilà pourquoi on propose vraiment de repenser tout cela. Merci. Nous avons une question supplémentaire de Stéphanie Galzi. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La revalorisation des soldes des militaires est un enjeu crucial pour l'attractivité et la fidélisation des forces armées. Si la nouvelle politique de rémunération des militaires a permis certaines avancées, notamment via la révision des grilles indiciaires et des indemnités spécifiques, l'indemnité de garnison pose encore problème. En effet, son application inégale crée des distorsions entre les militaires d'un même service selon leur affectation géographique. Comme le souligne le rapport d'information, ces disparités engendrent une concurrence malsaine entre les services et nuisent à la gestion des ressources humaines des armées. Quelles mesures faudrait-il prendre pour corriger ces effets pervers et garantir une véritable équité dans l'application des dispositifs indemnitaires ? Je vous remercie. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la revalorisation des soldes de militaires et notamment l'indemnité de garnison Ligard est un véritable enjeu pour attirer et fidéliser les personnes militaires, le personnel militaire. Des inégalités, je l'ai dit tout à l'heure, persistent, et notamment à cause de l'application inégale de l'IGAR. C'est une situation qui crée des tensions au sein des militaires affectés dans des zones géographiques qui sont différentes et qui nuit bien sûr à la cohésion au sein des armées. Alors, depuis octobre 2023, le troisième volet de la politique des rémunérations des militaires a introduit l'IGAR pour mieux compenser les contraintes géographiques. Et tout à l'heure, j'ai parlé, entre autres, cette indemnité est modulée en fonction de la tension immobilière des zones d'affectation, ce qui est une première dans la fonction publique. Par exemple, en Île-de-France, et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure dans la lecture du rapport, les militaires qui sont, entre autres, par exemple, sur la base aérienne de Senlis-Creil, ne bénéficient pas des mêmes majorations, et bien sûr, ça crée des inégalités, des frustrations, au sein d'une même région. Donc c'est une concurrence malsaine, vous avez raison, et ça nuit à la bonne gestion des ressources humaines. Alors pour corriger ces distorsions, il est essentiel de continuer, de poursuivre des efforts de rationalisation de l'octroi des primes dans le cadre de la NPRM, et il faut aussi envisager une réévaluation des critères d'évaluation de l'IGAR pour mieux prendre en compte les spécificités locales et étendre des zones qui bénéficient de majorations territoriales. Cela permettrait et garantirait une plus grande équité entre les militaires et renforcerait bien sûr la fidélisation, puisque c'est quand même l'objet, la fidélisation des personnels, et ça améliorerait l'attractivité des forces armées. Pour compléter la question des primes et des services de renseignement, c'est vraiment important parce qu'on veut éviter à tout prix que s'installe une forme de concurrence un peu déloyale entre services. Donc il y a l'IGAR et c'est parfois un problème à l'intérieur du même service. Vous voyez, la DGSE à Mortier, c'est pas le même régime de primes qu'une autre implantation qui est juste de l'autre côté du périphérique. Bon. C'est quand même un vrai gros souci. Sur les primes de suggestion qui sont liées aux contraintes très particulières quand on exerce dans les services de renseignement, la DRM a longtemps été le dernier service à ne pas avoir ce type de prime.
la DRSD avait mis en œuvre une prime qui était une prime d'activité opérationnelle. Alors que donc on avait DGSE, DRSD qui avaient des primes, pas DRM. La DRM maintenant nous remet une prime qui est plus intéressante que celle que la DRSD avait mise en œuvre. Donc vous voyez qu'on n'a pas d'alignement et on a, selon le moment, un intérêt à aller servir dans tel ou tel service sur ces questions de primes. Donc il y a vraiment un travail, mais sans doute en lien avec la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, d'harmonisation de ces primes pour les services de renseignement. Merci. Et nous avons une nouvelle question de la part d'Arnaud Saint-Martin. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, j'ai parcouru le rapport, j'ai pas eu le temps de le compulser de façon hyper précise. Mais normalement, j'ai une question qui concerne la planification du recrutement des jeunes générations de soldats en fonction de la grande bataille du XXIe siècle. Je ne sais pas si elle a été abordée de façon frontale, qui est le changement climatique global. C'est un problème majeur auquel les forces armées composent de fait, et d'ores et déjà. Il s'agit de penser et d'opérationnaliser la nécessaire adaptation au changement climatique de nos sociétés. Et à l'échelle des forces militaires, cela impose de nouvelles missions, notamment un suivi, une réponse aux crises et catastrophes naturelles, qui s'accompagnent de missions de sécurisation, d'aide à des populations sinistrées ou rendues vulnérables par des désastres causés par le changement climatique, en interaction avec d'autres acteurs qui sont bien connus, les sécurités civiles, les ONG humanitaires et toute la communauté du management de crise. Donc là, on a une nouvelle donne climatique qui impose une projection dans un avenir toujours plus prévisible, s'agissant du diagnostic scientifique sur les dégradations des conditions d'habitabilité de la Terre. Et en même temps, on constate une certaine indétermination dans la réponse collective pour y faire face. Bref, pour ce qui concerne ces questions d'enrôlement et de fidélisation durable des ressources humaines sur une planète qui se réchauffe toujours plus, comment le ministère des Armées intègre cette variable ? Vous posez effectivement une question importante pour au moins une partie significative de notre jeunesse. Il faut savoir qu'il y a un plan climat et défense qui existe, qui s'interroge justement sur les différentes relations qui peuvent lier ces deux sujets. Moi, ce que je veux dire, plusieurs choses. D'abord, quand nos jeunes s'engagent dans nos armées, ils vont protéger la biodiversité, par exemple, avec des opérations de lutte contre la pêche illégale. Et ça, il ne faut pas manquer de le dire. Ils vont aussi porter secours suite à des catastrophes climatiques. Donc il y a déjà un lien important. Après, les armées elles-mêmes sont aussi en train de réfléchir et de s'équiper en termes de matériel, en termes capacitaires. Il y a quelques jours, j'étais dans un concours qui s'appelle DevStart à Bourges, qui vise à financer des PME innovantes. Et une des PME qui a été primée a proposé un quad électrique avec une autonomie extrêmement longue et une capacité d'emport très importante en termes de poids, etc., pour nos armées. Donc finalement, moi je crois qu'à la fois par ces missions et par ces efforts d'adaptation, notre armée française aujourd'hui, elle peut parler à cette exigence et à cette volonté de s'engager soit directement pour protéger le climat, la biodiversité, etc., soit en tout cas de le faire sans être en contradiction avec ses propres valeurs. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Oui, je vous en prie, Madame Geneviève Darrieussecq. Alors, ce n'est pas une question, c'est compléter la réponse de Loïc sur, bien sûr, l'engagement des jeunes pour le climat et l'engagement des armées aussi pour le climat. Il y a quand même un grand plan autour de la biodiversité, autour de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, autour de tous ces sujets environnementaux au niveau du ministère des Armées. Et je pense que c'est un levier important aussi pour attirer la jeunesse, parce qu'il y a des missions qui sont importantes dans ce domaine-là. La biodiversité, par exemple, sur les grands centres d'entraînement, les grands champs, enfin des hectares et des hectares
de foncier, eh bien, il y a des vraies stratégies de maintien de la biodiversité avec des associations. Donc il y a vraiment des stratégies dans ce domaine-là au niveau de ce ministère qui n'est pas du tout à côté de la plaque et qui vit avec sa planète. Merci. J'ai 2 autres questions qui viennent de s'inscrire, comme quoi les gens sont passionnés par votre mission d'information. Donc je passe la parole à Pascal Jlenft. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues rapporteurs, déjà félicitations pour la qualité de votre rapport et pour votre complicité. Alors je ne sais pas si c'est le début de quelque chose, mais ne répondez pas à cette question. Voilà, merci. Moi, j'aimerais centrer mes propos sur les effectifs du service de santé des armées. Ça n'a pas encore été fait. Donc ce service est d'une importance capitale pour nos armées, que ce soit lors des opérations extérieures ou sur le territoire national. Le SSA réalise également des recherches médicales et peut être un soutien précieux en cas de crise sanitaire. Dans votre rapport, vous indiquez qu'il fait partie des métiers en tension forte. Donc, parmi les mesures de fidélisation, on peut observer, grâce à votre rapport, que le complément de salaire pour atteindre l'indice 49 du plan Ségur est toujours étendu aux psychologues et aux services paramédicaux des services de santé des armées. Estimez-vous que ces mesures soient suffisantes pour fidéliser les personnels du service de santé des armées? Sinon, comment les fidéliser davantage? C'est une question importante car le bon fonctionnement de ce service peut avoir une influence sur la fidélisation de tous les corps d'armée dans leur ensemble. De plus, le service de santé des armées doit être en mesure de s'adapter aux défis contemporains. Je vous remercie. La loi de la LPM 2024-2030 a mis un accent bien sûr particulier sur le service des armées, en reconnaissant bien sûr son rôle crucial pour assurer une capacité médicale optimale dans le cadre des missions militaires. Alors, cette attention, ça se traduit bien sûr par la mise en place de mesures spécifiques qui ont visé à renforcer l'attractivité du SSA et à soutenir ses effectifs face aux nombreux défis que nous avons aujourd'hui, et notamment dans le contexte de la modernisation de nos forces armées. Dans cette optique, il y a eu des mesures salariales ciblées qui ont été introduites pour améliorer les conditions de travail des personnels du SSA. Tout d'abord, la prime de lien au service, la PLS, qui peut atteindre jusqu'à 50 000 € pour certains professionnels, comme des médecins, infirmiers ou autres personnels du SSA. Et cette prime est particulièrement destinée à des familles professionnelles spécifiques, comme celles du nucléaire, des systèmes d'information et de communication, ainsi qu'aux praticiens du service des armées, du service du SSA. Mais cependant, elle est quand même conditionnée par un engagement à servir en son sein pour une durée de 2 à 5 ans. Et cela permet d'attirer et de fidéliser des compétences rares et essentielles à la défense nationale, tout en renforçant la stabilité du service de santé. Et en parallèle, il y a une majoration indiciaire qui a été instaurée, qui attribue donc les 49 points d'indice supplémentaires aux membres du service de santé, dans le cadre d'une augmentation de leur traitement indiciaire. Et cette mesure s'inscrit dans le plan Ségur de la santé, qui visait à revaloriser les salaires des soignants. Donc désormais, cette majoration bénéficie aussi aux soignants civils et militaires, aux paramédicaux et psychologues du SSA, à l'exception des praticiens. Donc l'objectif, c'est surtout de reconnaître, de valoriser donc le travail des professionnels du SSA, et en particulier dans un environnement qui est très exigeant et parfois difficile. Donc ces mesures illustrent vraiment l'engagement de soutenir ce SSA tout en assurant la fidélisation, c'est quand même aussi le plus important, et l'attractivité de ce service qui est vital pour nos armées. Merci. Alors, nous avons encore 2 questions qui se sont rajoutées. Donc, je passe la parole à Thomas Gassiou. Merci, Monsieur le Président. Comme il nous reste un peu le temps, je me permets d'intervenir pour une remarque et une question. La remarque, c'est que finalement, sur les différents exemples qui ont été donnés de disparités qui peuvent exister entre les différents statuts, on peut constater ici que c'est toujours les civils qui sont mieux traités que les militaires. Vous parliez des armées, on pourrait comparer les différences de traitement entre, par exemple, nos gendarmes mobiles et nos CRS sur à la fois les conditions d'implantation, les niveaux de salaire. Et donc, j'attire notre attention sur 2 points particuliers. C'est
à la fois l'importance de la singularité militaire, puisqu'avec les dividendes de la paix, on a non seulement eu une descente capacitaire, mais on a eu aussi une tentative de civilisation de certaines capacités. Et la singularité militaire, c'est quelque chose d'extrêmement important, que ce soit au niveau des considérations éthiques, juridiques, morales qu'elle entraîne. Et je pense qu'on est les gardiens de ça ici, notamment à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que notamment notre président de la commission a la chance de disposer d'un conseiller militaire qui attire son attention sur ces questions. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut qu'on fasse attention collectivement à ne pas trop tirer sur la corde de la singularité militaire et notamment de restriction des libertés syndicales de nos militaires pour parfois dégrader trop leurs conditions d'exercice, peut-être ce qui a pu être fait dans le passé. Et donc ici, on doit être particulièrement attentif à l'équilibre entre les suggestions et les droits des militaires. Et c'est pour ça notamment que le Parlement est destinataire du rapport du HCECM, comme le président de la République, qui chaque année fait le point sur la singularité militaire. Et on doit être collectivement attentif à ce sujet-là. C'est une condition essentielle pour l'attractivité, bien entendu, du métier des armes. Ma question était la suivante, elle était de manière un peu plus générale. Vous avez exposé des propositions techniques pour l'attractivité et la fidélisation du métier des armes. J'aimerais vous poser une question plus générale qui est finalement quel regard vous portez sur la place du militaire dans notre société. Parce que ce qui fait de l'attractivité, de la fidélisation, au-delà des conditions salariales, au-delà des conditions d'hébergement, aux différentes autres considérations, pour une jeunesse qui est à la recherche de sens, c'est avant tout la place que chacun va avoir dans la société. Et je pense qu'il est important, pour terminer, que vous ayez une parole, chacun, un peu plus personnelle, sur finalement la place que vous attendez des militaires dans notre société. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à apporter à la nation, au-delà de la défense de ses intérêts? Merci. Je vous laisse répondre, mes chers collègues. Merci d'abord d'avoir rappelé des points d'attention qu'on partage. Ce n'est pas un hasard si j'ai beaucoup insisté sur cette question gestionnaire-employeur parce que je pense qu'on a là une des sources profondes de civilianisation de nos services et directions. Même chose sur les équilibres droits-devoirs. Vous voyez qu'on a une recommandation sur la représentativité, les APNM, le CSFM, etc. Parce qu'effectivement, je pense que c'est important. Sur la question de la place des militaires dans la société, juste 2 points. D'abord, je pense que la moindre visibilité des uniformes dans nos rues est un vrai sujet et j'aimerais qu'on puisse sans doute réobjectiver et se reposer cette question-là. Parce que je pense que c'est important en termes de fierté individuelle pour ceux qui le portent, pouvoir à nouveau circuler en uniforme dans les rues de nos villes, et puis de visibilité et de contact aussi. La deuxième chose, c'est que moi, je dois être un peu réactionnaire au fond. C'est aussi parce que j'aime bien la littérature de cette époque-là, mais je suis un peu nostalgique de l'officier du 19e, l'officier de salon, etc. Et je trouve que voilà, on a eu par le passé, la société a accordé une place plus importante aux officiers dans un écosystème. Par exemple, en province, ça faisait partie des notables, au même titre qu'un certain nombre d'autres professions. Mais on voit que ce n'est pas spécifique aux armées. On pourrait penser à nos instituteurs, à nos médecins, etc. Il y a toute une série de professions qui avaient une place un peu particulière, qui se côtoyaient d'ailleurs aussi beaucoup. Et tout ça, c'est un peu affaissé. Donc, moi, j'essaye aussi à titre très personnel. J'ai fait un débat il y a quelques jours aux écoles militaires de Bourges avec Jean-Laurent Casselli qui a écrit un livre, La France sous nos yeux, parce que je pense que voilà, on doit renforcer ces liens et renforcer la présence de nos militaires dans l'espace public, dans le débat public et dans cette vie aussi de la cité. Oui, alors
Tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que c'était la première chose que je voulais dire. Je pense que c'est très important qu'on essaye de voir de quelle façon on peut remettre en effet la place du militaire dans la ville, j'allais dire, partout chez nous, puisque aujourd'hui, enfin, on en côtoie tous un certain nombre, et donc ils ont l'obligation de repartir en civil de leur garnison, ce qui est quand même... ce qui prouve qu'il y a quand même un souci, quand même, un gros souci qu'il y a besoin de rectifier. Après, c'est vrai qu'on a senti aussi que certains militaires qui, justement, éventuellement quittent plus vite l'institution, sont peut-être en manque alors, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, parce que je pense à l'Ukraine et à la guerre en Ukraine, et que personne ne souhaite aujourd'hui entrer en guerre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi moins d'OPEX, par exemple. Donc, il y a parfois une fuite de ce besoin d'agir de façon, je ne vais pas dire plus efficace, mais d'avoir des missions qui les rendent un sens à leur travail, quoi, en fait. Donc, c'est ces deux observations que je voulais faire. Merci. Merci. La parole est à Aurélien Rousseau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme mon collègue Saint-Martin, je ne prétendrai pas avoir lu chaque ligne du rapport, mais sur les éléments, moi, il y a un sujet, mais qui revient au fond dans les dernières questions. C'est qu'il y a recrutement, fidélisation, et je pense d'une certaine manière, et peut-être ça aurait pu être une préconisation peut-être plus précise, c'est que aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, mais le ressort de l'héroïsme, comme on l'a vécu dans d'autres grands secteurs, dans la santé, dans l'éducation, les deux ont été cités, ne suffit plus à maintenir l'engagement. Il y a les deux à la fois. Il y a la volonté de servir, d'être au service de son pays, et en même temps la volonté de se projeter dans la suite. Aujourd'hui, un médecin ne rentre plus pour faire 40 ans de médecine. Un enseignant se demande ce qu'il va faire. Et je me disais, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire peut-être un peu plus le lien avec ce dont nous parlons ici très régulièrement, c'est que la diversité des menaces, l'hybridité des menaces, la diversité des moyens dont on peut utiliser quelqu'un qui a connu la chose militaire, fait qu'on peut avoir des débouchés qui font que quand on a été infirmier-major, on n'est pas obligé d'être député, qu'on peut trouver une autre activité. Mais je pense qu'il est vraiment, pour moi, essentiel que dans cette approche que Loïc Kervran a rappelé de gestionnaire-employeur, on ait beaucoup cette idée de la projection et des sorties et des exemples qu'on peut donner qui sont vrais par ailleurs à tous les grades, que ce soit des soldats, des sous-officiers, même des officiers supérieurs qui n'ont pas fait l'école de guerre par exemple et qui vont se poser la question et où on a peut-être insuffisamment la vision de ce terreau face aux nouvelles menaces. C'était ce lien-là sur lequel je voulais... Merci, chers collègues, et merci pour ce petit clin d'œil. Voilà, mes chers je collègues. pense que tu compléteras, Loïc. C'est vrai qu'il y a quand même... là aussi, pour chacun connaître, on connaît tous des militaires d'actifs, etc. Et c'est vrai que le problème de la reconversion, entre guillemets, est un sujet qui est quand même pris en charge par les armées, mais qui est quand même... qui devrait être encore plus tenu, plus serré, parce que beaucoup de militaires, en fait, ne pensent pas forcément à d'autres issues que de continuer leur carrière dans le même genre de processus que ce qu'ils ont eu dans l'armée. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites par les armées pour aider les militaires à trouver une carrière éventuellement même complètement différente. Alors peut-être pas à tous les niveaux de l'armée, c'est vrai. Tu peux peut-être compléter, Loïc ? Deux choses. D'abord, moi, je suis assez persuadé que défense, mobilité, la gestion de la reconversion, c'est plutôt une force de ce ministère, vraiment. Deuxième chose, c'est que on a rencontré plusieurs sociologues sur les ressorts de l'engagement. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que, en gros, le pourcentage de la jeunesse française qui est intéressée par le fait de rejoindre les armées est très très stable sur le long terme, alors même que les ressorts derrière varient. Pendant longtemps,
ça a été plutôt le fait de se former, de préparer une deuxième partie de vie, etc., dans un contexte où il y avait peut-être moins aussi d'opérations. Et puis, les OPEX, les attentats, etc., ont changé ça. Mais finalement, ce qui est frappant, c'est que ce ne sont pas des choses qui s'ajoutent, mais plutôt qui se remplacent, et que le vivier, on va dire, naturel de gens qui sont susceptibles et qui sont intéressés par le métier des armes reste très très stable sur plusieurs décennies. Merci beaucoup, mes chers collègues, pour la présentation de votre mission d'information qui a mis en valeur la richesse humaine qu'ont nos armées. Merci, mes chers collègues, pour toutes vos questions. Nous allons donc passer à présent au vote pour voter ou pas pour ce rapport. Donc, je vais vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, vous votez à l'unanimité et nous pouvons féliciter nos collègues. Alors, notre ordre du jour appelle également l'autorisation de la publication du rapport portant sur le recueil des auditions de la Commission relative à son cycle sur l'économie de guerre, qui vous a été transmis lundi dernier. Comme il est de tradition, les comptes rendus d'audition sont précédés par un avant-propos que j'ai rédigé et par les contributions des groupes qui l'ont souhaité. Ce recueil constituera, je le pense, une contribution intéressante de la Commission au débat actuel sur les enjeux propres à notre défense et à l'actualisation de la revue nationale stratégique. Donc je vous propose là également de passer cela au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc pour à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée.